Le clairon. Et c'est important, c'est le dernier clairon de l'année 2024 avec Alexis Poulain, Nicolas Vidal, Didier Maisto pour fêter finalement ce 31 ensemble et avec vous, chers amis. Merci beaucoup d'être très nombreux ici. Vous le savez tout de suite, vous mettez des cœurs, des pouces et vous appelez vos amis pour que la fête soit plus folle. La fête du 31, ce réveillon, on fait le grand bilan de l'année 2024 et on se projette sur cette année 2025. Bonjour à vous tous, bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne et candidat à la présidentielle. Ouais, encore un, ouais. En fait, non, parce que j'aimerais que 2025 soit placé sous le signe de l'engagement citoyen et de la prise en main par des Français par eux-mêmes, en fait. Parce que le peuple par le peuple pour le peuple, on n'y est vraiment pas depuis longtemps. Mais là, ça devient tellement caricatural qu'il faut un électrochoc et qu'il va falloir, je pense, beaucoup d'initiatives coordonnées pour arriver à réveiller, au-delà bien sûr des médias mainstream qui sont une sorte de couvercle pour empêcher justement une réelle démocratie de voir le jour. On parlait de cocotte minute il y a quelques instants avec mes deux invités, Alexandre Langlois et Jessica Selno, avec le couvercle Bayrou. On disait que c'était un drôle de couvercle. Voilà, on est dans le même idée. Là, ça ne tient plus. Et clairement, oui, l'image, elle est là. Moi, je pense, enfin, c'est pas moi, je pense qu'on est nombreux à penser actuellement, particulièrement quand on est commentateur, scrutateur de l'actualité politique, que ça ne va pas, que ça va fondamentalement du mauvais côté, que ce soit sur la scène internationale, en géopolitique, sur la scène économique, c'est une catastrophe, et sur la scène de nos libertés, c'est un danger permanent. Donc, la question du Frexit, elle est centrale. La question du mandat révocatoire, elle est centrale. La question de la souveraineté, elle est centrale. Et elle doit voir le jour, elle doit devenir un fait majoritaire dès 2025, avant, peu importe qui sera le cheval, le candidat de 2027. Avant cela, je pense qu'il faut une éducation populaire et un engagement citoyen extrêmement large, au-delà, bien sûr, de nous, médias indépendants, qui avons une audience, mais qui doit dépasser ce cadre-là bien au-delà. Oui, parce qu'on en parlera peut-être, mais vous avez des personnalités telles que Juan Branco qui ont des profils qui ne sont pas très éloignés du vôtre finalement et qui aujourd'hui ont l'air d'être tentés aussi par la présidentielle. Oui, mais lui, il a déjà tout prêt, le programme est prêt, il y a un Discord, etc. Moi, ce que je veux, c'est les municipales d'abord, pour être sûr d'avoir 500 signatures, et surtout parce que les territoires, c'est la clé, c'est de se dire, c'est à nous de gérer ce pays. Il y en a marre en fait de ces gens qui sortent de chez on ne sait pas où, en fait, généralement d'officines privées, de finances, oui, on sait plutôt, en fait, on sait d'où ils sortent, d'où ils sont balancés. Et il faut leur retirer le pays des mains. Voilà, c'est pour moi l'urgence absolue politique actuelle. Oui, on va en parler de toute façon. On va faire ce grand tour de table de l'horizon 2024, de l'horizon 2025. Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à Alexis, bien entendu, et à ce cher Didier Mesto. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste fondateur de Putsch Média et auteur de La Tempête qui vient. Cette tempête dont on va parler évidemment, cette tempête qui est déjà là finalement, mais qui est couverte, on l'a dit, par ce couvercle bayrouesque. Drôle de couvercle, étonnant, assez méchant, oui. Avec la fumée au-dessus de sa tête, voilà la petite. Mais bon, on va en reparler de tout ça évidemment. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien patron de Sud Radio, évidemment chroniqueur Tocsin. Alors, peut-être pour commencer, faisons un tour de 2024 avant de se projeter sur 2025. Le bilan, une bonne impression, une mauvaise, une bonne nouvelle, une mauvaise. Je sais pas, ce qui vous a marqué pour l'année 2024, Didier Maisto, pour commencer. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est ce qui m'a marqué depuis 7 ans, rien de nouveau. Je trouve que chaque année, ça s'additionne, ça se sédimente, et nous avons là la comédie du pouvoir. Et moi, ce qui me marque, c'est que c'est l'heure de vérité, l'heure des faux résistants, où l'on voit, par exemple, les républicains, ces ersatz de partis politiques, et quand je vois les petits chéfaillons, M. Darmanin, qui était un ancien républicain, ou M. Retailleau, qui sont des nains politiques, et derrière, toute une série de médias, du Parisien en passant par les JDD et même CNews, qui ont trouvé leur champion, là, ça y est, c'est plus Marine Le Pen, c'est plus... c'est la droite qui se recompose, qui reprend des couleurs. Oui. C'est, moi, franchement, ce qui CNews, m'a JDD, c'est ça. Et d'ailleurs, je l'ai fait savoir
qui donne droit à Éric Morillo, en l'occurrence, tous ces gens qui arrivent pour se recycler après la bataille. J'ai entendu Geoffroy Lejeune faire la tournée des médias, des CNews, en passant par chez Éric. Bon, Éric, c'est mon ami, donc j'en ai pas trop rajouté. J'ai juste un peu Sur Bistro relevé Liberté. le truc sur X. Je veux dire, ces gens-là, qu'ils aillent se faire foutre, parce qu'on n'a pas besoin de gens comme ça. Non, mais je le dis comme Alors, je le pense. expliquez peut-être le contexte, tout le monde Alors, n'a je vais peut-être pas expliquer suivi. le contexte. Il est venu d'abord sur CNews, puis après sur d'autres médias dits alternatifs, pour expliquer que faire amende honorable en disant je regrette, c'est ma faute, c'est ma très grande faute d'orthographe, voilà comment j'écris girafe, avec 2 F, comme disait Prévert. Et en réalité, il bat sa coulpe en disant on n'a pas pu tout dire pendant le Covid, on ne pouvait pas, mais moi je ne me suis pas vacciné, etc. Mais ce n'est pas à la 25e heure qu'on a besoin des résistants. Nous, on a résisté. Oui. On a résisté pendant les Gilets jaunes, on a résisté pendant la réforme des retraites, on a résisté pendant le Covid, et demain, on résistera. Donc, tout ça, ces fabricants d'excuses qui sont sans cesse recyclés par le système et aussi par nos amis, c'est ça la fabrique du couvercle. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas balayer en laissant un petit peu un demi-couvercle sur la marmite. Le couvercle, ou on l'enlève ou on le visse. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, où on pense qu'on peut y arriver par les urnes, c'est-à-dire on va progressivement dans la marmite, dans la cocotte minute, mettre de nouveaux ingrédients, libérer la soupape de sécurité et on va dire « Oh, c'est cuit ». Moi, j'y crois pas du tout, personnellement, mais j'y participerai parce qu'il faut tout essayer. Moi, je crois plutôt qu'il faut enlever le feu qui couve sous la cocotte, mettre la cocotte sous l'eau, attendre un petit peu et puis ouvrir et puis mettre la Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile et ça fera un Bayrou tout chaud. Voilà, exactement. Donc voilà, moi, c'est plus que le système politique dont finalement on dit représentatif. Je suis comme beaucoup de Français, je n'en attends plus rien. Moi, ce qui me choque, ce sont les fabricants d'excuses. Alors, Didier Maisto, juste voilà. puisque vous parlez des fabricants d'excuses et que vous reveniez sur Geoffroy Lejeune, on a l'extrait, je vous propose de l'écouter et je vous laisse commenter juste après. C'était cette fois-ci pas Bistro Liberté, mais c'est la première excuse de Geoffroy Lejeune chez Pascal Praud. On s'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous, parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Et en fait, moi, je me suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez pensé à autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui, mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, Ouais, c'est vrai. Tout à fait. ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, et ça pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, Mais et tout on le a monde été le interdit savait. c'était interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable. Oui. Bon, il nous reste 2 minutes. Voilà. On a su que c'était pas vrai, Au-delà on n'avait pas le droit de le dire. Non, mais d'abord, je vais vous dire, moi j'ai dirigé des médias. Oh. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut en France. Il faut arrêter de penser qu'il y a des autorités supérieures qui nous disent on a le droit, on n'a pas le droit. Je veux dire, à un moment où vous prenez... Là, je suis pas d'accord, Didier. Vous savez très bien que s'il l'avait dit sur les plateaux où il opère, on aurait cessé de l'inviter, on lui aurait dit tu perds ton poste, mais il aurait eu le droit de le la dire. bonne question. Oui. C'est pas qu'on n'a pas le droit de le dire, c'est qu'on a peur pour ses fesses. C'est voilà. tout à fait autre chose. On a le droit de le C'est tout à dire. fait autre chose. Oui. Alors, je poursuis. Allez-y. Le pire dans tout ça, le faux résistant. Mais ouais, quand je l'ai au téléphone, je l'ai eu récemment, il m'envoie des textos de temps en temps, il refait le nom de ses... L'inénarrable Pascal Praud. Pascal Praud, il attend que l'histoire soit bien finie, un peu comme dans les dictatures arabes, vous savez, ils veulent toucher le dictateur, voir s'il est bien mort. Alors, il est bien mort, il ne bouge plus. Alors là, il se libère, Pascal. Là, on peut dire, vous vous rendez compte, on a vacciné les adolescents, les jeunes, mais que ne l'a-t-il dit au moment où il fallait le dire? C'est ça, moi, qui me choque profondément. Quand il n'y a plus de péril, quand les choses les affaires sont closes, on peut très bien dire on aurait dû, etc. Non, c'est au moment. Et j'étends le problème, parce que j'en ai fait un tweet hier. Oui. Quand, je ne vais pas citer de nom parce que je les connais tous et que je ne veux pas personnaliser outre mesure, mais pour le CSA devenu Arcom, c'était la même chose. Quand j'ai dit attention, Drahi, attention, numéro 23, il y a des millions d'euros qui sont détournés,
vous donnez la chaîne à quelqu'un qui va pas pouvoir l'exploiter, qui va magouiller, etc. Ils m'ont tous dit oui, tu as raison, mais ils n'ont rien fait. Et des années après, ils nous disent ah, monsieur Drahi, etc. Donc en fait, quand on est en charge, être en charge d'un média, être en charge d'une parole publique, d'une charge politique, d'un syndicat, d'une autorité administrative dite indépendante, quand on est en charge, on assume ses fonctions. C'est pas simplement prendre le salaire, la voiture qui fait pimpon et tous les honneurs dus à notre rang, c'est faire ce pourquoi on a été mandaté. Et donc moi, j'en veux beaucoup à ces gens qui nous expliquent qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas ci, c'est qui on n'a pas le droit. On a le droit qu'on s'arroge. On a la liberté, ça, comme l'écrivait Malraux, ça se conquiert. Ça s'hérite pas, la liberté. Rosa Parks qui se lève dans un bus, c'est interdit. On n'a pas le droit quand on est noir, de s'asseoir dans un bus. Oui, juste si on n'est plus rédacteur en chef d'un certain journal qui est édité le dimanche, on n'est plus rédacteur en chef d'une certaine chaîne télévision à grande audience. Voilà, c'est tout, c'est ça la différence en fait. Eh bien oui, la différence que nous avons vécue, vous, moi, d'autres, qui prenons la parole aujourd'hui. Alexandre Langlois, qui a parlé tout à l'heure, quand Alexandre Langlois était syndicaliste, oui. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a été révoqué de la police. Oui. Moi, quand j'étais à la tête des médias nationaux, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Peu importe, si c'était à refaire, je le referais. Donc, à un moment, si vous êtes... vous voyez, cette absence de responsabilité, on l'a bien connue pendant... je ne veux pas faire le point Godwin, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, et dans tous les systèmes totalitaires, en fait. Hein. Oui. Moi, j'étais chargé que de la lumière dans les douches. Moi, j'étais chargé que de tourner le bouton. Moi, j'étais chargé que d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Moi, j'étais chargé que... Il y avait un four derrière, à première nouvelle. Moi, j'allumais juste le feu. Donc, cette dilution de la chaîne de responsabilité est insupportable. Les fabricants d'excuses, on a compris, Didier. Voilà. Moi, c'est ça mon sujet le gros pour l'année point qui vient. Et je serai implacable. Je ne laisserai plus rien passer de ce point de vue, parce que c'est ça qui recycle toutes les immondices dans lesquelles nous nous trouvons, le tri non sélectif des déchets. Alors, avant de demander à Nicolas Vidal et Alexis Poulain quel est leur bilan pour l'année 2024, peut-être une réaction à ce qu'a dit Didier Maisto. Alexis Poulain, notamment, je vous voyais hocher de la tête quand on parlait des fabricants d'excuses. Nicolas Vidal, évidemment, vous pouvez réagir. Alexis Poulain. Bah oui, c'est-à-dire c'est facile d'arriver après la bataille et de dire ah oui, si on avait pu dire les choses, mais en fait, on est journaliste ou on ne l'est pas, on est lanceur d'alerte ou on ne l'est pas, on fait son métier ou on le fait pas. On a affaire à des gens qui sont des acteurs, c'est du divertissement, tout ça, et c'est du mauvais divertissement. Et au final, c'est du divertissement dangereux parce que il y a des gens qui regardent ça au premier degré, qui pensent que c'est de l'information, qu'effectivement, ils vont avoir une autre vision des choses, qu'il y a une dissidence qui a le droit d'exister. Je vais vous dire une chose simple. Si ça passe à la télé, c'est le système. Voilà. Il faut tellement d'argent pour passer à la télé, c'est forcément le système. Et je sais, on est tous passés par la case média mainstream, donc on sait très bien de quoi on parle. Il n'y a pas de chaîne de télé dissidente, ça n'existe pas. Ou alors, si on arrive à ça, vraiment, alors là, on aura réussi un coup, mais énorme. Le jour où on aura une fréquence et on aura une chaîne de télé sur la TNT, ça voudra dire que oui, peut-être la France aura changé. Aujourd'hui, on est obligé de s'en tenir aux plateformes, d'ailleurs qui veulent censurer parce qu'ils savent très bien que c'est là une part d'audience non négligeable qui leur échappe, avec aussi un discours beaucoup plus libre et beaucoup plus honnête. Et clairement, c'est ce qui aujourd'hui est le petit caillou dans l'agenda global, le fait de dire que il y a un contrôle du narratif, il y a une propagande qui marche et il y a la censure. Et aujourd'hui, l'information, elle est entre la propagande et la censure et c'est très difficile de la faire. C'est ce qu'on essaye de faire quotidiennement. Et vous voyez les bâtons qu'on a dans les roues au quotidien pour ce qui est de l'algorithme, pour ce qui est de l'invisibilisation, pour ce qui est de... Ensuite, vous avez les commissaires politiques du système qui sont là pour nous assassiner médiatiquement, pour dire non mais eux, ils sont pas fréquentables, ce sont des gens d'extrême droite, vous savez, conspi, pro-Poutine, etc.
parce qu'on n'est pas, on n'a pas le discours officiel de propagande de l'État, enfin de la doxa, parce que c'est même pas l'État, hein, c'est un état d'esprit plus que l'État français. Et ça, c'est terrible. Parce que ça veut dire que le débat s'est extrêmement appauvri du fait de cette censure et de cette propagande. Les gens sont de plus en plus cons, excusez-moi du terme. Et vous avez après, voilà... Bonne année. Bah ouais, mais vous avez passé les fêtes de fin d'année dans vos familles de normies. J'imagine que Noël a dû être parfois difficile. Ouais. Les gens qui regardent BFM, LCI, CNews sont des gens qui n'ont pas une vision du monde de personnes intelligentes. Ils voient le monde comme des enfants. Mm. Ils voient le monde comme des idiots. Idiot au sens grec, celui qui s'occupe de son jardin, qui essaie pas de comprendre en fait le fait politique international. C'est pas insultant de dire ça. Ils se sont des victimes d'une Et certaine encore, s'ils façon. s'occupaient vraiment de leur Victimes jardin, ils seraient consentantes. pas si cons. Mais bon, oui, Oui, mais encore, mais voilà, enfin, l'image de faire son jardin. Mais on a compris. c'est quand même ce choc-là de dire, parce que vous informez sur des canaux alternatifs, vous êtes forcément conspi, dangereux, séditieux, etc. Ça, c'est un message de contrôle pour empêcher justement les moutons tentés de regarder un peu et d'aller ailleurs, de quitter le troupeau. Le troupeau, il est bien tenu, croyez-moi. Vous allez voir ce soir, malgré les appels au boycott de Thierry Pimpon, il y aura des millions de Français devant l'allocution de M. Macron. Donc, c'est vraiment un travail de fond et un marathon, je pense. Si on s'engage dans la voie d'être hors système, Ouais. c'est la voie longue. Voilà. Si vous êtes dans le système, alors vous êtes bien payé, vous êtes invité partout, vous avez le Oui, droit de dire reconnu, n'importe la quoi sur n'importe quel reconnaissance. plateau, Ouais. reconnu, vous êtes invité dans les dîners en ville, et ça va très bien pour vous. Mais c'est un choix de vie. Après, il faut être capable de se regarder dans la glace et dire ah ouais, quand même, je raconte n'importe quoi. Je mens aux gens, c'est impressionnant. Ouais. Voilà. Mais Sur il y a ces des gens fabricants qui d'excuses, n'ont juste aucun pardon, problème. Nicolas Vidal, on reste sur ce sujet-là avant de faire votre Ouais. propre bilan. Nicolas Vidal, sur les fabricants d'excuses, hein, cette attaque de Didier Maïsso qu'on a pu entendre au début d'émission. Ben oui, après, c'est vrai qu'on se pose quand même la question quand on a vécu, nous, ce qu'on a vécu dès le début du Covid, c'est-à-dire fin mars 2020, avril 2020, sur cette question-là. Il n'y a pas que cette question-là, il y en a pas mal d'autres, hein, sur les Gilets jaunes. J'ai pas entendu ces gens venir aussi dénoncer tout ça. Sur la réforme des retraites également. Ces gens, effectivement, je vais reprendre ce qu'a dit Didier et Alexis, ce sont des gens qui sont dans ce système et qui ne veulent pas en sortir et qui ne veulent pas être excommuniés de ce système-là. Donc, ils savent très bien qu'il y a des limites à tout. Ils savent très bien dans quel périmètre il faut s'exprimer. Ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut dire pour ne pas être sorti du système, et ils continuent à le faire. Et en plus, je pense qu'aussi, il y a une certaine forme déjà de manque de courage, manifestement, mais il y a une certaine forme de déconnexion également. Ces gens, moi, quand je vois des gens faire 4 ou 5, 6 plateaux télé dans la journée, ça me fait doucement sourire. Et puis, il y a ceux aussi qui font des plateaux télé le 24 décembre à 18h ou le 25 décembre à 9h du matin, ou ceux qui font la matinale du 1er janvier à 8h du matin. Donc, il y a aussi une certaine forme même pas de reconnaissance, de volonté de toujours passer la télé et d'y dire absolument n'importe quoi. C'est ça aussi qui pose un véritable problème. C'est-à-dire que cette volonté de passer la télévision en permanence, même pour ne rien y dire, alors qu'il n'y a personne qui les regarde, même par leur propre mère, ça leur donne une espèce, ils se gonflent d'ego avec ça. Et ça pose un véritable problème, parce que là, c'est même plus des médias après, c'est une façon de star system. On a des gens qui, quand même, enchaînent les plateaux toute la journée sur différents médias. Et qui ne sont rien à côté, qui n'ont pas de métier, par exemple. Hein. Non, ils n'ont pas de métier, non, ils sont tautologues, en fait. Il y en a, si vous remarquez souvent, vous avez ceux qui passent très souvent sur l'ensemble des plateaux, et les programmateurs ou les chefs d'édition, pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est la caractéristique, c'est ce que vous faites dans l'existence, et souvent, vous n'avez même pas les mêmes énoncés en bas. Un coup, c'est essayiste, un coup, c'est consultant, un coup, c'est journaliste, alors qu'ils n'ont jamais posé leur cul dans une salle de presse. Mais c'est ça qui est formidable, ces gens-là, ils sont véritablement là-dedans, et ça pose un véritable problème. Et après, il y a ce courage, je voudrais finir là-dessus. Il y a véritablement cette histoire de courage, être journaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, journaliste, Didier en a parlé, Alexis aussi, lanceur d'alerte, ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage, d'informer la population et d'aller contre la doxa et contre cette espèce d'autorité qui vous mettra dehors à coups de pied dans le cul. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est la réalité. Mais tout ça pour ne pas perdre finalement.
pour ne pas perdre la petite aura médiatique. Parce que je peux vous assurer, je vais vous le dire, moi, la plupart des gens qui passent sur les plateaux télé, là, allez dans mon petit village de l'Hérault, demandez-leur s'ils connaissent les 4 ou 5 zozos qui passent. Et ben, je peux vous assurer que personne ne les connaît. Alors, ça aussi, il y a cette espèce de prétention à détruire l'information pour une espèce de petite gloire personnelle qui, moi, me fait vomir véritablement. Et puis, quand vous ajoutez là-dessus un manque de courage manifeste, épatant, et ben, qui est en fait ni plus ni moins qu'un énorme fonds de commerce, et ben, on se retrouve avec ça. Et heureusement que nous sommes là avec Toxin et les autres copains pour pouvoir informer autrement. Et nos audiences montrent très clairement que le basculement va avoir lieu dans très peu de temps, à mon avis. On Voilà. va continuer de parler de ce basculement, évidemment, et de ce grand bilan 2024, et surtout comment on se projette sur l'année 2025. Je vous ai vu rire, Alexis Poulain, quand on a parlé d'essayistes. Ouais. Oui, parce que essayiste, c'est le terme officiel pour présenter Louis Sarkozy, le fils Ah de oui. Nicolas Sarkozy, qui a été propulsé sur Ouais. Télé Bouygues, consultant, et qui se lancerait en politique alors que personne n'en veut. Hein. C'est-à-dire que le système est tellement pourri qu'on nous présente maintenant les rejetons des produits avariés d'hier pour dire attendez, on va continuer avec les mêmes. C'est scandaleux. Enfin, c'est ça la télé, c'est-à-dire c'est vous boufferez de la merde jusqu'à en crever. Et excusez-moi, je suis cru, mais c'est devenu insupportable. Voilà. Il y avait un moment où c'était encore un peu drôle, même à commenter. Oui. Là, c'est juste pénible. Ça vous fait Vraiment plus rire, pénible. en Non, fait. et puis des gens qui nous expliquent, notamment M. Sarkozy, M. Karcher, qui nous explique qu'il est pour la méritocratie. Oui, Et en fait, ces gens il est qui très ne font- méritant, son enfant. Voilà, qui ne font que du népotisme, en fait, Ouais. qui n'ont pas de métier. Alors lui, il a eu un métier, il a un petit peu exercé. Il est parti en embarquant toute sa clientèle, celle qui rapportait de l'argent, dont Monsieur Servier, en trahissant son cabinet et en faisant un coup de Trafalgar à Monsieur Pasqua, qui était malade, et en allant s'inscrire à sa place pour choper la mairie de Neuilly. Parce que ça, peu de personnes connaissent l'histoire. Mais en vérité, voilà. Donc c'est une espèce de mimétisme par la forme, de népotisme qui se reproduit sans cesse. C'est quand même prodigieux. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui nous parlent du travail et de la réforme des retraites, qui nous parlent de méritocratie et qui font du népotisme, etc., etc. Donc c'est ça qui ne va plus. Et en fait, c'est devenu tellement, je veux dire, quand nous on a un certain âge, on n'est pas très vieux, mais enfin on n'est pas tout jeune non plus. Quand on a commencé, c'était encore dans le monde médiatique et politique, je veux dire, à la fin des années 80, au début des années 90, on peut dire que c'était encore une voie d'excellence. Je veux dire, le prix Albert Londres, ça signifiait quelque chose. Ouais. Quand on se lançait en politique dans le Quai d'Orsay, on pouvait faire de la politique étrangère, la voix de la France. Aujourd'hui, qui se lance en politique? Ceux qui n'ont pas de métier, pas d'avenir, qui n'ont pas de compétences connues. Le type qui sort, qui a fait une bonne école, qui a une bonne formation universitaire, qui a fait une bonne école de commerce, ou quelle que soit sa formation, il ne va pas s'emmerder en politique, il fait autre chose. Il y a peut-être quelques idéalistes malgré tout, mais bon, de toute façon, quand on est idéaliste, on a du mal à percer. Voilà. Oui, non, mais c'est finalement le pire endroit pour faire de la politique, c'est devenu le monde politique. Alors après, bien sûr, il y a encore des penseurs. Ça ne sert à rien de dire c'était mieux avant. Il y a encore des gens qui produisent des idées, qui produisent de la pensée, mais qui sont un peu à côté de la politique. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Il y a quelques philosophes politiques, etc. Je ne vais pas les citer, tout le monde les a en tête. Allez, on va citer Todd, par exemple. Voilà, des gens qui font avancer comme ça le public, qui apportent beaucoup à l'histoire des idées, mais pas simplement franco-françaises, mais Nicolas parlait aussi Alexis de géopolitique, effectivement. Voilà, des gens qui ont une pensée un peu complexe, pour reprendre quelqu'un, mais qui sont ni trop subtils ni trop intelligents, mais qui ont choisi de la vulgariser et qui ne viennent pas s'encalminer dans le monde politique. Alors, pour finir le bilan de cette année 2024 et avant de se projeter sur 2025, ce qui est intéressant aussi, et d'ailleurs ça va nous aider à voir ce qui va se passer pour 2025, on est vraiment dans une accélération du temps. On peut le voir déjà sur le temps d'existence de nos premiers ministres qui diminue comme peau de chagrin. Et là on se demande d'ailleurs combien de temps ça va durer avec notre ami François Bayrou. Mais c'est vrai qu'on voit, on est dans une accélération du temps et on se dit, les crises vont s'empiler les unes sur les autres, se répéter jusqu'à ce que, comme on le disait pour revenir à la cocotte minute, que tout ça explose. Et c'est là où on se demande si on n'est pas proche de l'explosion, Nicolas Vidal.
Bah oui, vous l'avez dit, Clémence, François Bayrou. De toute façon, on est arrivé à la République des serpillères, là, manifestement. C'est évident, quand on vous remet Manuel Valls, quand on vous remet Elisabeth Borne, quand on vous remet Amélie de Montchalin. Mais Amélie de Montchalin, j'avais oublié. mais non, mais c'est pas possible, en fait. Vous comprenez bien, chers amis, qu'on peut pas avoir Amélie de Montchalin, on peut pas avoir Elisabeth Borne, Manuel Valls, mais Manuel Valls, la crème catalane de la politique française, le type, on le met au frigo, on le ressort à moitié tiède, à chaque dessert, mais c'est un truc de malade. Et il y a François Bayrou, le haut commissaire au plan, ça fait 4 ans qu'il a fait un plan, François Bayrou, donc on pensait qu'il avait un plan pour Mayotte, on pensait qu'il avait un plan pour l'économie, manifestement il a des plans pour rien, et puis c'est la reconnaissance de soi. Mais c'est vrai que le prochain Premier ministre, c'est qui? C'est Brigitte Macron. Comment ça se passe en fait? Parce qu'il n'y a plus rien après, il n'y a plus rien. C'est ça qui est terrible, parce que finalement, je crois que c'est la fin, c'est crépusculaire. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est crépusculaire. Et je continue de penser, alors je suis un peu optimiste, chers amis, ne m'en veuillez pas, mais je continue de penser que même les Français, alors pas tous, mais ceux qui, dans la gamme des Français, en ont absolument rien à faire de ce qui s'y passe. Je pense que quand même, il y en a certains, ça leur titille les esgourdes de se rendre compte quand vous ressort Manuel Valls ou Elisabeth Borne, vous comprenez bien qu'à un moment donné, on arrive au néant politique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans ce livre que j'écris, la tempête qui vient. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus d'incarnation politique, je parle même plus d'incarnation syndicale, on va pas se refaire ici une nouvelle fois l'histoire des Gilets jaunes. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'une véritable impasse politique. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'incarnation politique. Alors vous me direz, les oppositions à droite à gauche, certes, mais c'est quand même un grand jeu de dupes. Moi, je continue de penser que ce que nous vivons, soit dans la classe politique et au pouvoir, qui a, comme me dit Alexis très justement, qui a pris les manettes, qui s'est accaparé le pouvoir et qui veut, aujourd'hui, qui le dit très clairement, elle ne veut plus rendre le pouvoir. Hein, ça, c'est manifestement, ils ont pris les manettes, elle veut plus en sortir, elle veut plus partir. Mais le problème, c'est que qui, quoi, comment, dans quelques jours ou dans quelques semaines, parce que François Bayrou, on va pas se la faire, il va pas rester très longtemps, François. Hein, il va même pas avoir le temps d'utiliser trop le canapé, parce qu'il va pas rester véritablement. Mais ça veut dire qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que je crois qu'aujourd'hui, là, on est monté encore d'un cran, parce que quand vous n'avez plus finalement d'avenir ou d'incarnation politique, les Français, et puis ajouter à ça, parce que il y a encore 30-40 ans, ça aurait pu passer cette histoire de magouille, cette espèce de république maquerelle qui leur sert la soupe payée par nos impôts. Mais aujourd'hui, la crise économique, c'est tout ce qui a changé, c'est ce paradigme qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un volcan, c'est explosif, les agriculteurs sont repartis au front, beaucoup de professions repartent au front, les Français, je lisais derrière les derniers chiffres, enfin les 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, des gens qui peuvent plus manger, on en avait déjà parlé sur Toxin, notamment à l'occasion du rapport du Secours populaire qui était édifiant. Aujourd'hui, ça ne peut plus tenir. Et vous avez ces gens qui sont contents d'eux-mêmes. Vous avez Babette Borne, qui n'a même pas écouté ses 2 enseignants à Mayotte, qui a refait la même chose le lendemain en rigolant pendant que Bayrou essayait d'égrener péniblement, parce que Bayrou, c'est compliqué, c'est difficile à écouter Bayrou quand même, il faut quand même se le dire. Hein. Il faut vraiment qu'on lui dise, c'est très compliqué à t'écouter, François. Hein. Et ben, on a des gens qui sont totalement déconnectés. Je ne suis pas d'accord. Voilà, mais c'est ça, c'est ça. Et je pense, au-delà de son élocution, qui est vraiment compliquée, laborieuse, je pense que ça incarne parfaitement la fin de ce monde politique avarié, de gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. C'est une véritable junte qui est en train de mourir, ni plus ni moins. C'est la putréfaction de la classe politique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a après, et moi je le déplore très fréquemment, je pense que ça va très mal finir. Ça va très mal finir parce qu'à ce jeu-là, à un moment donné, ça va très mal finir. Et je finis là-dessus, Clémence. On a eu la garde prétorienne pour tous les mouvements sociaux et populaires, que ce soit les Gilets jaunes, la réforme des retraites, le convoi de la liberté et autres. Et on a aussi, en 2 mots, cette classe médiatique aussi qui est responsable de cette situation. Parce que venir palabrer sur Macron et ne pas avoir dénoncé ce que Macron a fait, les autres, mais surtout Macron, ce qu'il a fait de notre démocratie, de notre pays, d'avoir maquillé les comptes et d'avoir vidé les caisses, je suis désolé, quand on est journaliste, à un moment donné, on dénonce ça et on le dit. Mais bien entendu, il fallait pas le dire pour éviter de donner des mauvaises idées aux gens qui auraient pu, à un moment donné, aller dans la rue. Et je pense que la lourde responsabilité des médias aussi, elle est là-dedans, de ne pas avoir dénoncé ce qu'était en train de faire la caste et comment la caste a détruit ce pays. Voilà. Et je pense que ça, c'est une très lourde responsabilité. Oui, voilà. Et vous parlez de la tempête qui vient, et il y en a un qui a appelé à un blocus généralisé. C'est Pierre-Guillaume Mercadal de la coordination rurale. Je vous propose de l'écouter. Évidemment, on revient sur ce gros blocus, sur ce gros mouvement de colère qui n'appelle pas que les agriculteurs, qui appelle à un mouvement généralisé des Français. Serait-ce le renouveau des Gilets jaunes? On va en parler juste après. Bonsoir les amis, je vous avais promis une grande annonce, j'ai enfin le droit de vous la faire. Et croyez-moi, c'est pas parce que je suis au coin du feu que je vais vous appeler à rester chez vous, parce que cette grande annonce, c'est que le 5 janvier, on va tous monter bloquer Paris.
de toute la France. On vous appelle tous, que vous soyez à la coordination rurale, dans les autres syndicats, à syndiquer. Là, on y va pour sauver la paysannerie. On a bien vu depuis un an qu'on a bossé, gosillé, faire des actions plusieurs fois par mois, tous les mois. Ça sert à rien parce que l'État méprise au dernier degré et les paysans et la province. La seule chose qui fera réagir l'État, c'est qu'on bloque Paris. Si on les touche à eux, là, ils vont réagir. Donc c'est à nous de bloquer tous les grands axes qui desservent Paris. Et puis pour la suite, on verra, une fois qu'on va y être. On appelle aussi, bien évidemment, toute la population non agricole, les artisans, l'industrie, les camionneurs, tous ceux qui veulent à nous rejoindre. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à bout. Ça vous concerne tous. Déjà parce que sauvegarder la souveraineté alimentaire de la France et la paysannerie qui est l'âme de ce pays, c'est absolument fondamental. Mais aussi parce que dans nos revendications, il y a des choses qui toucheront absolument tous les foyers français, tous les artisans, tous ceux qui ont des consommations d'électricité assez... Voilà, donc on a compris. Ici, on n'appelle pas que la population agricole, mais toute la population non agricole. Vous êtes tous concernés ici, tous ceux qui écoutaient Tocsin, tous ceux qui écoutaient en général Pierre-Guillaume Mercadal, tous ceux qui êtes concernés par ce qui se passe, par la souveraineté française, par l'augmentation des prix de l'électricité, par le grand déclassement, par tout ce qui se passe finalement en France aujourd'hui. Vous êtes appelés à participer à ce grand blocus général. Il faut bloquer Paris. Voilà ce que dit Pierre-Guillaume Mercadal. Oui, Didier. Juste, je quand même, il y a 31 ans, j'étais en train d'écouter Mercadal. Je travaillais au RPR, j'étais l'assistant d'un délégué général du RPR qui s'occupait notamment dans son portefeuille de l'agriculture. Et on me faisait recevoir, lui, jamais il ne fallait pas qu'il apparaisse, en catimini, les gens de la coordination rurale. Le type s'appelait, je m'en souviens encore, François Patane. Et j'ai de la mémoire. Pendant que la FNSEA dialoguer avec le gouvernement, qui était un gouvernement de droite à l'époque, que le RPR servait de relais, qu'on parlait du GATT, pas encore de l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Déjà, la question de la sortie de l'Europe et de la sortie de la PAC, de la politique agricole commune, qui est la corruption, comme j'en ai déjà souvent parlé sur Tocsin, au sein même de la corruption, et s'il n'y a rien de plus corrompu que la PAC, ces questions-là, nous les connaissons depuis des décennies. Sauf que, voilà, vous avez des syndicats jaunes, complètement pourris, qui fournissent des bataillons de députés, aussi bien la CGPME devenue CPME, aussi bien, dans une moindre mesure, le MEDEF, aussi bien tous ces la FNSEA, qui fournissent des bataillons d'élus au pouvoir, qui co-gèrent en fait des ministères pour que rien ne se passe, pour étouffer la colère et pour finalement, encore une fois, trahir les mandataires. Parce qu'on a endetté tous les agriculteurs, on leur a fait choisir des modèles qu'aujourd'hui tout le monde réprouve, que les citoyens leur reprochent parce qu'ils sont pollueurs, parce qu'on mange de la mauvaise qualité, etc., etc., alors qu'on pourrait vivre en autarcie. C'est pour ça que je parle de cette question de la fabrique de l'excuse, qui est fondamentale dans une société oligarchique. D'ailleurs, je parlais de Todd tout à l'heure, c'est la dichotomie qu'il fait entre les oligarchies libérales et les démocraties autoritaires. Oui. Il y a des démocraties autoritaires telles que la Russie, c'est autoritaire, mais ça repose sur un socle populaire très large, entre 2 tiers et 3 quarts. Nous, ça repose sur un socle qui est aujourd'hui, pour M. Macron, de 10% du corps électoral français et de 5% de l'ensemble des Français, c'est-à-dire rien du tout. Et donc, tous les corps intermédiaires, comme il les a fait s'effondrer, il les a mis à sa main et ils viennent raconter la doxa du pouvoir. Et ils viennent fabriquer des excuses et nous... Oui, mais ça ne marche plus, Didier. Vous voyez bien que ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus. Là, il y a une désaffection du syndicat de la FNSEA, pour le nommer. En revanche, la coordination rurale voit énormément de nouveaux membres arriver. Et puis, on voit bien que ce sont eux aujourd'hui qui sont attendus, qui sont entendus par la population française. Pour finir, je ne vais pas monopoliser la parole. Pour l'instant, bien sûr que la coordination rurale et la confédération paysanne aussi, dans une moindre mesure, font avancer un petit peu les choses. Mais pour l'instant, les chambres d'agriculture, tout ce qui fait la loi, tout ce qui fait la mobilisation ou pas, c'est encore les syndicats majoritaires. C'est encore au niveau gouvernemental. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le bloc central, ce sont des gens qui ont été massivement rejetés à toutes les élections. Ils gèrent encore le pays. On a beau dire que tout ça s'arrête, on a beau dire que les médias mainstream s'arrêtent, on n'a pas de fréquence.
Le pays est géré toujours par les partis Pour le autoproclamés de moment. gouvernement, avec des syndicats qui ne représentent plus personne et qui amènent le pays dans le mur. Donc, moi, je ne crois plus à la réforme. J'ai longtemps été un réformiste, longtemps que je suis quelqu'un de raisonnable, parce que c'est ma nature, parce que je pense que c'est comme ça qu'on agrège les bonnes volontés, sauf que dans un système qui est corrompu jusqu'à la moelle, ça ne sert à rien de réformer. Il faut faire une révolution. Oui. C'est pour ça que le 5 janvier est très important. La Révolution française, parlons celle de 1789, il y en a eu d'autres après, mais, c'est le fait majeur de l'histoire de France. C'est le fait le plus apprécié de tous les Français, quel que soit le parti politique, et le plus célébré par les hommes politiques. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent? Du petit réformisme, en s'auto-amnistiant et en s'auto-protégeant. Donc non, maintenant, il faut sortir les fourches. De toute façon, nous ne serons pas entendus si on utilise la voie traditionnelle. Il y a eu 3 élections, une à un tour, l'autre à 2 tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Monsieur Macron est toujours au pouvoir. Et les partis qui sont arrivés derniers, enfin, je veux dire, Monsieur Bayrou, je ne sais plus combien, c'est 36 députés. Les LR, c'est 43 députés. Il y a quoi après Europe Écologie Les Verts, 26 députés. Non, mais à un moment, il faut arrêter, quoi. Tout ça ne. C'est pas impossible. La prochaine fois, on aura Europe Écologie Les Verts, vous avez raison. Voilà, on fait le tour là-dessus. En effet, il faut sortir les fourches, c'est ce que vous avez dit, Didier Maiesto. Il faut faire une révolution. Vous ne croyez plus à la réforme. C'est évidemment le gros sujet de cette année 2025 qui s'ouvre ce soir et cette nuit avec nous. Et c'est pour ça, Alexis Poulain, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est à la révolution? Si oui, est-ce qu'elle peut commencer, je veux dire, non violente, enfin révolte non sanguinaire par ce blocus ou comment ça va se passer? Alors, je vais partir du plus grand vers le plus petit. La révolution, bon, c'est ce que fait la Terre autour du Soleil, c'est ce qu'on fait ce soir, 365 jours, donc on peut toujours tourner comme ça et le faire. Si on regarde la France, pays isolé, qui voudrait faire une révolution seul dans son coin, ce qui se passe actuellement, c'est déjà révolutionnaire. Vous avez en Europe des peuples, notamment en Europe de l'Est, qui commencent à reprendre le pouvoir. Oui. C'est la Roumanie, c'est la Géorgie, c'est l'Albanie, mais tout est fait pour empêcher. Donc vous avez déjà aujourd'hui les germes de ce qui va être l'explosion finale de l'Union européenne, la déliquescence, et je pense que les Allemands seront les seconds après les Anglais à quitter le navire. Les Français, si on continue d'être dirigés par des idiots, on coulera avec le navire. Et donc la révolution, si elle doit être faite, elle doit pas être faite à l'échelle d'un pays dans la rue parce qu'elle sera matée et de manière ultra violente. On a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Si elle doit arriver, elle arrivera. Elle est inexorable et à un moment, elle arrive. Mais ça veut dire qu'il y a un degré de désespoir, de dire je vais risquer ma vie, je vais aller jusque-là finalement pour prendre le pouvoir, qui montre qu'on serait encore passé dans pire régime que ce qu'est actuellement la République abîmée en France. Donc il y a déjà, je pense, des points à faire à l'international et à montrer surtout. Et l'information est la clé, en fait. Encore une fois, si vous montrez aux citoyens français ce qui se passe réellement en Géorgie, ce qui se passe réellement en Roumanie, le fait que les élections sont empêchées, le fait qu'il y a, oui, il y a de l'ingérence étrangère, mais de la part de la Fondation Soros, de la part de Madame von der Leyen, de l'Union européenne, de la part des Américains qui systématiquement sponsorisent avec les CIA des révolutions de couleur. Ça, si vous le faites, les gens vont commencer à comprendre. Vous parlez du réseau Gladio à des gens qui regardent BFM, ils ne savent pas ce que c'est. Ils vous regardent avec des yeux en disant « Oh, encore un truc de complotiste, j'ai même pas envie de savoir. » Alors que c'est l'histoire. Alors que si on parle de complotisme, les comploteurs existent et ils sont à l'anglais. Et ils sont nombreux. Il n'y a pas que là-bas. Mais je veux dire, les États sont des machines à produire du complot. Et donc, il faudrait montrer aux Français, en fait, ce qui se passe actuellement, à la fois sur
le danger de l'Union européenne, technocratie devenue dangereuse, qui lutte contre les libertés, sous couvert de protéger les libertés, c'est ça qui est génial, hein. Le bouclier pour la démocratie de Madame von der Leyen est un outil de censure, mais ça s'appelle bouclier pour la Ouais, c'est démocratie. C'est la incroyable. novlangue, Ouais, c'est vraiment ça. et c'est vraiment ça. Et en janvier, vous allez avoir le World Economic Forum de Davos qui va encore avoir lieu, où c'est la grande réunion des mondialistes qui sont très heureux de continuer avec un plan qui est toujours le même. Le climat d'un côté, le moins de liberté de l'autre, et vous n'aurez rien et vous serez content. On y va d'ailleurs, hein. Si vous regardez tout ce qui va changer demain, eh bien c'est encore plus de taxes, l'interdiction de louer les logements classés G selon le DPE, encore plus d'interdictions avec les zones à faible émission si vous avez une voiture de 2006 ou 2011 à moteur diesel ou essence. On emmerde les gens. Oui. Les gens qui travaillent, qui ne demandent pas à être emmerdés, qui font attention, qui ne polluent pas. Alors oui, ils ont peut-être une voiture qui pollue, mais en attendant, on n'a pas de plan B. La voiture électrique, elle pollue aussi. Et de faire croire systématiquement que le problème, c'est vous là. Et ça, c'est insupportable. Et donc, si on veut vraiment arriver à ce moment révolutionnaire mature, il faut faire cette information nécessaire de montrer que ailleurs ça se passe aussi mal, mais ça bouge et ça bouge énormément. Corée du Sud, le président, mandat d'arrêt contre le président qui a été démis. On peut C'est vrai que c'est démettre un incroyable. président. Ouais. On peut le destituer et on peut le foutre en tôle. Quand on est une grande démocratie, ça existe. En France, ça paraît impossible. Ce serait quoi? Le chaos? Ce serait remettre en cause l'ordre républicain? Mais bordel de merde, l'ordre républicain, c'est quoi? C'est l'ordre des corrompus? Non. Une démocratie fonctionnelle, si quelqu'un, comme un président de la République, s'avère être un traître à la nation, il finit en tôle. Oui. Et il a droit à un procès équitable. Or, en France, on n'a même pas le droit d'évoquer la destitution de quelqu'un Oui, qui, c'est ça. aujourd'hui, s'avère être une catastrophe. C'est indigne et non et irraisonnable. Non, mais- Voilà ce qu'on nous répond. Ouais. Oui, non, mais indigne et irraisonnable, ce sont eux, en fait. À partir du moment où vous avez une information tronquée, une information malade, et vous avez des gens qui ont peur parce qu'ils vivent dans la peur, et qu'on leur dit attention, ça va être le chaos, rendez-vous compte. Non, le chaos, c'est eux. Ça va, ça fait 50 ans. Il faut noter quand même que c'est bien Nicolas Sarkozy qui a été le premier promoteur de ce système-là, Bien sûr. qui a changé la responsabilité pénale du président de la République, c'est-à-dire qu'il a déclaré finalement irresponsable, Pour sauver qui a son cul. dit Il savait très bien ce qu'il faisait. voilà, bien sûr. la politique c'est un métier, en fait, le nouvel ordre mondial, etc. Tout était l'atlantisme, le commandement intégré de l'OTAN. Quand on y réfléchit, ces années-là, c'est M. Sarkozy qui a jeté toutes les graines qui ont germé ensuite, bon, avec le rien, M. Hollande, c'était le rien, mais qui ont trouvé vraiment un terrain de développement avec Emmanuel Macron. Hein. C'est pour ça que c'est son C'était conseiller. le premier, Sarkozy, c'est simple, c'était le premier ouvertement président américain C'est ça. français. Voilà. Chirac savait qu'il était obligé de faire des concessions, il y avait des choses à faire, mais Sarkozy, c'était 100% pro-ricain. Et à partir de là, la France est tombée. Décomplexé, tout à fait. Enfin, la France Oui. politique est tombée, parce que la France économique, c'était encore autre chose. Alexis, je reviens mais, sur le climat de révolte et cet appel de Pierre-Guillaume Mercadal et ce blocus général du 5 janvier. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe? Je veux dire, on sait, on en a parlé, on est dans ce climat d'ébullition, dans ce Moi, je ras-le-bol. pense qu'il y a un vrai ras-le-bol. Je pense qu'aujourd'hui, quelque chose s'est profondément cassé. On va voir les chiffres de l'allocution de Macron ce soir de gens qui regardent encore ça. Mais je pense que le système compte maintenant sur la démotivation. Le fait que les Français vont se désintéresser de la politique, vont essayer de sauver les meubles, de continuer de sauver leur emploi, de se dire, bon, bah, je peux finir le mois, donc ça va encore à peu près. Oui. Donc le calcul, c'est de dire, on va encore dépolitiser un peu plus les Français. Ben moi, mon calcul, il est autre. Je pense que ce foutage de gueule de mettre toute l'équipe des bras cassés, responsables du désastre, au pouvoir, en disant, regardez, on va vous apporter des solutions, sachant qu'ils n'ont pas de solution. Hein. D'ailleurs, ça commence à... Alors, il suffit de 15 jours pour comprendre que c'est n'importe quoi, c'est gagner du temps. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que la démission d'Emmanuel Macron et une élection présidentielle anticipée. On ne peut pas tenir 2 ans avec un président illégitime. Dorénavant, il est légitime. Il a peut-être été légitime lorsqu'il a gagné une fois puis 2 fois l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il s'avère qu'il est totalement illégitime, que son bilan est catastrophique et que donc il doit partir. Et ça, comme il ne respecte pas
l'esprit de la Constitution. Il joue sur la légalité. C'est légal, donc j'ai le droit, donc je joue. Comme l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est légal. L'évasion fiscale, c'est illégal. La limite de ça, c'est simplement un très bon avocat fiscaliste. Macron, c'est ça. C'est quelqu'un qui joue sur la légalité. Oui. Donc c'est totalement immoral. C'est totalement contre les institutions de la 5e. C'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. La crise, elle vient de lui. Mais il veut rester parce qu'il peut rester. Et c'est tout. Et il faut l'énergie d'un peuple, de millions de personnes, des centaines de tracteurs et un blocus alimentaire de Paris pour que ça se passe, eh ben que ça se passe. Voilà. Mais je ne vois pas ça arriver comme ça, malheureusement. Ouais. Je pense Nicolas qu'à un Vidal, moment, ouais. Macron va partir parce que ses donneurs d'ordre lui diront de se barrer. Parce Donc que ce c'est ne sera plus pas possible. par le peuple, ce sera par les donneurs Non. d'ordre. Ce qui veut dire que Ouais, c'est encore absolument. les donneurs d'ordre qui ont le dernier mot, ce qui n'est Mais pas bien forcément sûr. une Ouais, très bien bonne sûr. nouvelle. Aujourd'hui, ce sont les milliardaires et les stakeholders, comme on dit à Davos, qui ont le pouvoir. Les stakeholders de Macron, qui est juste un factotum. Oui, mais voilà, on voit bien, on voit avec ce qui s'est passé aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Europe de Oui, mais l'Est, justement, malgré tout, alors, je ne sais malgré pas si on va les parler ordres. de... Ouais. Ouais, l'élection de Trump, justement, c'est le signe annonciateur d'un changement d'ordre. C'est-à-dire que si Trump gagne aux États-Unis, c'est pour virer tous ces young leaders et repartir avec un nouvel ordre qui sera toujours sous l'égide des États-Unis, mais qui va complètement revoir. Et donc, tous ceux qui obéissaient aux États-Unis vont devoir réobéir aux États-Unis, mais sur le nouveau paradigme, Ouais. Trump, en disant, écoute, tu payes plus, tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Ouais. C'est plus violent que les démocrates d'une certaine façon, mais c'est plus cash, mais ça continuera. Sauf qu'on change simplement les puppets, les marionnettes, parce que celles d'avant sont vraiment usées jusqu'à la corde. Voilà, c'est tout. Ouais, mais elles ne servent pas le même système. Mais bon, en effet, mais ça va, je pense que Donald Trump va être un président américain qui va tout faire pour défendre le dollar et les intérêts américains, bien sûr. comme n'importe quel président américain avant lui. Non, mais ça c'est certain. Mais c'est très bien, et puis ça me permet de parler un peu de l'émission du 1er janvier. On va faire un tour du monde de la résistance. On va partir au Québec, et on a au Québec quelques fins analyses aussi de cette actualité américaine. On va revenir dessus évidemment pour le 1er janvier. On va fêter la nouvelle année, voilà, avec des médias étrangers et de résistance également. Mais Nicolas Vidal, pour revenir sur d'abord ce blocus général du 5 janvier, l'appel de Pierre-Guillaume Mercadal, est-ce que c'est le début d'une révolution, d'une révolte, d'un mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que c'est le début de quelque chose, en tout cas au moins? Et est-ce que c'est un espoir pour nous, Français, qui en avons marre, en fait? Il y a aussi ça, évidemment. Oui, c'est une sédimentation. Hein. L'histoire des agriculteurs, on les prend pour des cons. Enfin, on va arrêter de se la raconter ici. On les prend pour des abrutis, on les fait lambiner, comme on dit chez moi. On leur répond pas, parce que la réalité, c'est que l'intérêt des agriculteurs et la sauvegarde alimentaire, de notre souveraineté alimentaire, elle est contraire aux intérêts des mondialistes. Donc, manifestement, vous comprenez bien qu'il n'est pas question de remettre l'agriculture sur pied et d'en faire refaire en France un grenier de l'Europe, et de pouvoir arrêter clairement tous les traités de libre-échange, parce que la crise des agriculteurs, concrètement, je l'ai déjà dit, c'est les derniers hussards qui sont ou du moins pas dans l'anachronisme, mais c'est les derniers soldats, les derniers poilus dans la tranchée. Donc c'est eux qui sont en train d'être passés à la moulinette. On a défoncé notre souveraineté énergétique grâce à nos chers amis allemands, et puis maintenant on essaye de s'en prendre, bien entendu, la souveraineté alimentaire de la France aux agriculteurs et au-delà, patrimoine, tradition. Mais je continue de penser que ce qui se passe aux agriculteurs, c'est qu'ils n'ont plus le choix de montrer les muscles maintenant et de sortir les fourches des tracteurs. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose? C'est ça ma question. C'est toujours pareil. Oui. Ouais, c'est la question à laquelle j'allais répondre, bien entendu, parce que qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer si les gens, à un moment donné, si les Français ont pris conscience, ou suffisamment nombreux, que ce combat des agriculteurs n'est pas que le combat des agriculteurs, c'est le combat de la France, en fait, c'est le combat de la France profonde. Quand vous avez les agriculteurs qui sont le tréfonds de notre histoire, de notre patrimoine, qui commencent à grogner, vous comprenez bien que ce pays est à genoux, et plus qu'à genoux. Donc c'est aux gens aussi à se rendre compte. Mais pour répondre à la question, je partage l'analyse en partie d'Alexis sur Emmanuel Macron, puisqu'il a été placé là. Il sera démis, clairement par les forces que nous connaissons tous, bien entendu. Mais surtout que je continue de penser notamment que si jamais il s'avérait que les agriculteurs, dans les prochaines heures, les prochains jours, ou s'ils étaient rejoints par de très nombreux citoyens, ça accélérerait ce processus. Je vous rappelle qu'Alain Minc a fait une paire d'interviews il y a 6 mois de ça, notamment, où il était très dur avec Emmanuel Macron. Il faut relire les interviews d'Alain Minc dans le Figaro sur Macron. Il dit à un moment donné, il y a 3-4 mois, oui. Emmanuel Macron
après sa carrière politique, il faudra s'en occuper. Point. Il faudra s'en occuper. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Minc dans une interview. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron, ses forces puissantes derrière, non démocratiques, totalitaires, ce qu'on veut, l'ont mis au pouvoir avec la complicité une nouvelle fois des médias, hein, bien entendu, parce que s'il est là, c'est aussi grâce aux médias qui nous font la ritournelle depuis trop longtemps aujourd'hui. Et la réalité, c'est que s'il y a un mouvement agriculteur, un mouvement populaire qui pousse très très fort, plus que les Gilets jaunes, parce que rappelez-vous, Clémence, moi ça fait très longtemps que je dis que les crises des Gilets jaunes, ce qui va devenir, ça sera la crise des Gilets jaunes, à côté, ça aura été une kermesse d'école. Parce que la réalité, c'est que les gens qui n'ont pas bougé, ni pendant la crise, ni pendant le Covid, ni pendant les Gilets jaunes avant, ni pendant la réforme des retraites, ni pendant tout ce que nous avons vécu, je veux dire, à un moment donné, ils n'auront plus le choix, Clémence. Ils n'auront plus le choix. Les gens qui ne veulent pas comprendre. Ceux qui ont la tête enfoncée sous 1,50 m de sable, pour pas dire autre chose, hein, ils n'auront plus le choix. Vous n'aurez plus le choix, braves gens. Vous n'aurez plus le choix. Donc si l'effondrement de l'éducation nationale, si l'effondrement intellectuel de vos gamins qui n'apprennent rien à l'école, si l'effondrement économique, si votre déclassement permanent des gens qui vous la font en travers en permanence, tout en vous caressant dans le sens du poil, parce qu'il vous reste plus de poil, vous n'avez même plus de couenne sur le truc. Si vous comprenez pas ça, à un moment donné, ça va basculer. Et les agriculteurs pourrait être une mèche comme ont été les Gilets jaunes, mais vous comprenez bien qu'en fait, ce n'est pas le départ de quelque chose, c'est la sédimentation d'un grondement populaire qui pourrait à un moment donné... Moi, je n'arrive pas à comprendre, j'essaie de poser une question, je n'arrive pas à comprendre comment cette casse, cette junte au pouvoir, parce que quand, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a Manuel Valls, Borne et consorts, Pierre Moscovici, Gérard Larcher, tous ces gens qui nous ont mis dedans et qui sont toujours là, ou qui reviennent pour certains, je veux dire, c'est une junte après. Hein. Après, c'est une junte, hein. C'est plus autre chose, c'est une junte. Je comprends pas comment ils ne comprennent pas 3 secondes que ça va très mal finir. Ça va très mal finir, ce n'est pas un espoir, c'est une constatation, voyez-vous. Ça va très mal finir. Donc ces gens, je pense que intellectuellement ont été extrêmement affaiblis. C'est véritablement un déclin cognitif. Ce sont des clowns, parce qu'ils sont méchants, mais ce sont aussi des clowns, malheureusement. Mais pour en revenir à la question des agriculteurs et des Français qui pourraient massivement peut-être aller rejoindre, pensez aux entrepreneurs. Vous pensez que les entrepreneurs français aujourd'hui, ils sont en train de se faire égorger littéralement par l'URSSAF, par les charges, par les normes, par les entrepreneurs, c'est pareil, ils sont encore plus isolés que les agriculteurs parce qu'ils ont des syndicats très lointains. Enfin, les entrepreneurs, c'est une autre sphère, j'en fais partie, donc je peux en parler très librement. Je veux dire, les agriculteurs, ils vont pas accepter trop longtemps de se faire égorger par l'URSSAF comme c'est le cas, avec absolument aucune contrepartie en face, parce il va falloir m'expliquer ce que donne l'URSSAF aux entrepreneurs. Et ça, typiquement, c'est un terreau qui n'a jamais été aussi explosif depuis les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'était juste le début de ce que nous devrions vivre. Et puis, j'ai envie de dire, quelle est la solution ? Moi, je pose la question, simplement, Clémence, aujourd'hui. Y a-t-il une solution politique ? Non. Y a-t-il une solution démocratique ? Non, parce qu'apparemment, ces gens ne veulent absolument... Ils assument le fait de ne plus du tout écouter le peuple et de lui marcher dessus comme une véritable serpillière. Voilà. C'est tout. Conclusion, on arrive à la fin de cette émission, on arrive à la fin de cette année 2024 avec vous tous, avec nos chers chroniqueurs, et merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Et encore une fois, on était très nombreux, et encore une fois, une dernière fois, 2024, il faut pousser, liker, aider. Conclusion, ça va exploser, 2025 va exploser, et participez à ce blocus, participez à ces mouvements de colère, faites entendre la voix des Français et pas la voix de la junte dont parle Nicolas Vidal. Merci infiniment à tous les trois. Merci Nicolas Vidal. Merci. Je rappelle, la tempête qui vient, elle est très proche, on l'a compris, pour 2025. Et elle va commencer ce 5 janvier avec ce grand mouvement qu'appelle Pierre-Guillaume Mercadal. Merci Alexis Poulain, je rappelle le site Le Monde Moderne et candidat pour la présidentielle. Évidemment, on reviendra Alliancepopulaire.fr, on va en parler pour les... Alliancepopulaire.fr, évidemment. Il faut en parler. Également, il faut parler de ces engagements citoyens. Et merci à vous, Didier Maïsso, ancien patron de Sud Radio, chroniqueur. Clémence, il y a quand même un motif d'espoir pour 2025. Le retour d'Amélie de Montchalin et de son micro. Parce qu'elle aime bien le matin caresser les micros quand elle est mal réveillée. C'est qu'elle a les yeux perdus dans le vague. À quoi pense-t-elle, Amélie ? À la France.
la France, je vois clair dans la France. Il est Allez, temps bonne qu'on année à change tous. d'année. Hein. Merci beaucoup, Didier Maisto. Merci à vous tous. C'est très très bonne année à vous tous sur Toxin. Merci infiniment. Merci de continuer de vous abonner, chers amis. On est très très nombreux. On est 291 000 abonnés. Allez, il faut les 300 000 abonnés. Moi, je les voulais pour cette nouvelle année, mais on peut les avoir. Allez, pour la nouvelle saison qui reprend dans une semaine. Je compte sur vous. Appelez vos amis. Soyons plus nombreux, toujours plus nombreux. Il faut que la fête du 31 et les autres soient toujours plus folles. Je vous rappelle que demain, émission spéciale Tour de France, Tour du monde de la résistance et des médias de la résistance. On va partir au Québec, on va partir en Suisse, on va partir en Belgique, on va même aller voir un petit peu de PQR indépendante, super intéressante. Dimanche, André Berkoff est là. Il fait l'interview de Steve Koonin, le plus célèbre professeur américain qui dénonce l'arnaque du CO2. Vous le connaissez certainement. Et puis, évidemment, jeudi, vous retrouverez Valentin Schirmer qui fait une interview notamment de François Bousquet avant de retrouver Nicolas Vidal, vendredi d'ailleurs. Voilà, vous avez beaucoup d'éléments ici, mais on se retrouve, en tout cas nous, très très bonne année, chers amis, très très bonne année. Merci infiniment d'avoir été là pour cette très belle saison. Et